puis auparavant, en fait, ce pourquoi je peux aussi adresser ce sujet, qui est un sujet qui m'a occupée pendant, une dizaine d'années puisque j'ai été RH, j'ai été recruteur, à la fois recruteur en cabinet, où je faisais plutôt ce qu'on appelle de la chasse de tête, pour des métiers, adressés plutôt sur les métiers de la communication et puis en entreprise où j'ai, à la fois recruté, mais j'ai également piloté des stratégies de développement, de recrutement et on en parlera tout à l'heure un petit peu aussi, piloter toute la stratégie de développement de la marque employeur, donc la marque adressée à la promotion, entre autres, qui sert au recrutement. Voilà, donc j'ai fondé depuis 2024 mon activité qui s'appelle Nea Cellini et j'ai créé voilà, sur LinkedIn une petite chronique pédagogique hebdomadaire qui s'appelle la Minute Pédago et qui s'adresse principalement ici à des formateurs. Voilà pour moi, pour ce qui me concerne. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée de cette masterclass, on va l'adresser en deux grandes parties. La première sur laquelle on ne va pas passer énormément de temps, mais c'est histoire voilà, de mettre en contexte, finalement, de savoir très rapidement quel est ce rôle et quelles sont les compétences clés. Alors, j'ai regardé ce matin, il y a des petites fautes hein, sur le j'ai oublié, je les ai corrigées un petit peu trop tard. Donc voilà, ceux qui trouvent ont une surprise à la fin du programme. J'adore. Hein, voilà. Non, mais c'est pédagogique en fait. Voilà. Donc deux grands axes, le rôle et les compétences clés du formateur, et puis une partie un petit peu plus importante que l'on détaillera en trois axes, trois phases majeures du recrutement, à la fois attirer, recruter, fidéliser. Et là, effectivement, je m'appuierai sur mon expérience. Je vous donnerai quelques exemples de ce que j'ai pu voir ou de ce qui peut se réaliser sur ces différentes phases-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je suis désolée, j'ai un peu perdu ma voix. Ce matin, j'ai quelques symptômes grippaux, mais ça devrait le faire. C'est tout bon? Super. Eh bien, j'avais envie de vous poser une première question. Finalement, on est là différents formateurs, on travaille dans des structures et des contextes différents. J'avais envie de vous demander, alors vous pouvez répondre directement dans le chat, à votre avis, pour vous, hein, pour vous, c'est quoi un bon formateur? À l'écoute, bienveillant, passeur de savoir, un guide. Oui. Il l'accompagne. Quelques mots-clés hein, suffisent. C'est pour vous vraiment ce que ça représente. Il maîtrise son sujet, il rend accessible aux stagiaires. J'ai l'impression que certains ont eu accès à la présentation avant. Régulateur de dynamique, passeur de savoir. Ouais. Plus qu'il ne parle. Donc effectivement, on va retrouver des axes, on va dire, techniques, et puis des axes plutôt de soft skills avec le savoir-faire et le savoir-être c'est un mentor, comme... Voilà. Merci déjà. Alors effectivement, tout ce que vous venez de dire, voilà, c'est votre propre vision, mais ça fait partie effectivement facilite l'acquisition de compétences. Je vois que certains continuent à répondre, s'adapter aux participants. Effectivement. Tout ce que vous venez de dire, effectivement, ça fait partie aujourd'hui du package du formateur. Juste une petite précision. Effectivement, cette masterclass et cette présentation a été adressée à différents types de publics. C'est-à-dire qu'on ne va pas adresser uniquement les formateurs professionnels dont c'est vraiment le métier en organisme ou les occasionnels en entreprise. L'idée, c'est effectivement d'avoir une vue un petit peu globale, avec un petit peu de recul sur ces différents types de publics et donc des stratégies de recrutement qui s'adaptent à ces différentes situations. Et pour en revenir à notre formateur, le rôle stratégique, moi, que je vous propose aujourd'hui, il est en trois grands axes. Un rôle plutôt d'expert, un rôle de facilitateur, on l'a vu avec certaines réponses, et puis un rôle, vous ne l'avez pas forcément cité, mais je vous en parlerai parce que c'est très important aujourd'hui, un rôle d'ambassadeur. On va détailler un petit peu tout ça. Du côté de l'expertise, je dirais qu'effectivement, on va partir sur des bases solides. C'est quelqu'un qui a une maîtrise technique, forcément, ce qui fait un petit peu la différence avec un pur facilitateur qui, lui, ne va pas forcément avoir des bases techniques et de la compétence, mais qui va plutôt accompagner à la résolution d'une solution en groupe. Là, le formateur, il a vraiment une base technique. Il a cette capacité, vous l'avez cité aussi, à vulgariser et à rendre accessible. Ça, c'est super important, et donc à s'adapter.
Voilà. Et puis, il pratique la veille. Ça, c'est super important aussi. Vous êtes au fait aussi de Calliope. Et aujourd'hui, c'est très important parce que, et on le voit en plus avec l'IA aujourd'hui, qu'au-delà de la veille et de tout ce qui peut se transmettre enfin, toutes les compétences et toute l'information que vous allez pouvoir développer, il y a aussi les compétences techniques et entre autres avec les outils numériques et l'IA. Et donc, il est super important de se tenir à jour par rapport à ça. Ce que je vous dis là, en fait, et dans le cadre d'un recrutement, c'est des choses qui peuvent servir si vous êtes demain amené à recruter. L'idée, c'est de pouvoir effectivement vous appuyer sur ces quelques éléments-là demain pour soit dresser une fiche de poste, soit à un moment donné recevoir un candidat et pouvoir vous appuyer aussi sur ces thématiques-là pour avancer avec lui et évaluer effectivement ces différents points-là. On parlait de facilitateur. C'est aujourd'hui une posture qui est de plus en plus privilégiée chez le formateur, puisque l'adulte, entre autres, a effectivement la volonté aujourd'hui de ne plus avoir de descendants, mais plutôt de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, de pratiquer. Et donc là, le formateur devra avoir un petit pas de côté et devra se positionner en tant que facilitateur. Je voyais tout à l'heure le côté guide, le côté accompagnement. On est tout à fait dans cette posture-là aujourd'hui, où le formateur devra donc savoir gérer un groupe, accompagner un groupe, devra donc aussi maîtriser ses techniques d'animation et au-delà même de passer les savoirs, ça sera plutôt d'accompagner un groupe à faire émerger des solutions, ça sera trouver des nouvelles techniques eux-mêmes, puisqu'ils vont peut-être de mettre en co-construction sur des ateliers de formation. Et ça se distingue effectivement du sachant pur, qui ne fait entre guillemets que délivrer le savoir, qui est descendant. C'est encore des techniques qui existent, et encore une fois, vous le savez, vous êtes pédagogue, il n'y a pas de meilleure technique qu'une autre, c'est un ensemble de choses, mais effectivement, cette posture de facilitateur aujourd'hui est de plus en plus privilégiée en complément de celle de transmission pure de savoir. Et puis le troisième axe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un ambassadeur. C'est quelqu'un en fait qui, au sein d'un organisme, au sein d'une entreprise, au-delà d'avoir donc ces compétences techniques, ces compétences de facilitation, ils vont aussi incarner les valeurs en fait de la structure. Et c'est au travers de ce qu'il va pouvoir dégager, de l'animation qu'il va pouvoir mettre en place, de cette fameuse culture learning, c'est au travers de ça en fait et de cette incarnation-là qu'il va aussi porter le message et qu'il va aussi valoriser la structure et peut-être aussi, on parlait de signature pédagogique, la signature pédagogique de la structure dans laquelle il est employé. Donc ça, c'est super important. Et quand vous êtes en recrutement, et plus encore, on le verra tout à l'heure sur les phases de fidélisation, d'onboarding, ce statut quelque part d'ambassadeur est très important à communiquer et à faire incarner. On en parlera. Et donc effectivement, au-delà de ça, il y a aussi une certaine capitalisation des compétences que l'on va pouvoir, au travers de la structure, capitaliser et ensuite diffuser au travers de ce rôle d'ambassadeur. Voilà. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant ? Ouais. Donc ensuite, deuxième phase, au-delà du statut, je dirais, il y a ces compétences clés. Donc là encore, 3 axes, l'expertise technique, la pédagogie, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avec écoute, bienveillance, adaptation, c'est les fameux soft skills. L'expertise technique, donc on va... plutôt, alors ça, ce ne sont que quelques exemples, hein. C'est vrai que ça aurait été, on y aurait passé des heures à détailler tout ça, mais c'est vraiment quelques pistes qui aussi sont des pistes de réflexion pour vous, d'alimentation, de recherche peut-être. Donc sur cette partie expertise technique, on va avoir bien entendu l'expérience du terrain. Un formateur, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, qui le maîtrise, donc cette fameuse expertise, et qui va le promouvoir, qui va le transmettre. Il y a aussi une production des contenus, puisque le formateur, finalement, demain, aura cette capacité à, on le disait tout à l'heure, à vulgariser, à transmettre, mais aussi cette capacité à produire du contenu qui va transmettre. Il y a une chose qui, pour moi, est très importante, et on parlait du learning technology il n'y a pas très longtemps, je discutais la semaine dernière avec Frédéric de Verville, qui me disait, qui est lui formateur, et qui me disait, tu sais, ce métier-là, on ne le fait pas en sortie d'école. C'est un métier qu'on fait parce qu'on se reconvertit quelques années après, ou en tout cas, on ne le fait pas en n'ayant aucune expérience. Et ce vécu, cette histoire, en fait, c'est aussi très important dans l'expertise que vous allez pouvoir, mettre derrière le formateur, parce que sur une même formation,
ce qui va peut-être faire la différence, c'est la façon dont le formateur va la faire vivre. Et c'est aussi son vécu à lui, son histoire à lui, qui vont rentrer en compte là-dedans. Donc ça aussi, c'est super important quand vous êtes en phase de recrutement, d'aller chercher tout ça, d'aller chercher cette histoire-là, pour voir comment vous pouvez aussi la projeter sur les formations que vous allez faire avec lui demain. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est la pédagogie. Forcément, il est formateur. Donc voilà, il est évident que ça fait partie du package. Le design pédagogique, donc comment concevoir tout simplement une formation. Là, je vous ai mis à minima avoir un vernis. Parce qu'effectivement, quand on est formateur professionnel, c'est effectivement, ça fait partie de notre bagage, de nos compétences que de savoir concevoir une formation. C'est pas toujours évident pour les formateurs plus occasionnels, dans les entreprises par exemple, où l'on va avoir des formateurs dits animateurs, formateurs-animateurs. Donc ce sont des gens qui sont là uniquement pour animer, mais c'est déjà pas mal, hein, et pour faire vivre en fait la formation à partir de leur expertise technique. Et dans ces cas-là, moi j'ai des clients à qui je dis, c'est super important effectivement de les accompagner, de les former, de les outiller sur les techniques d'animation, à minima en fait avoir un petit vernis sur la conception. Tout simplement parce que si vous ne savez pas comment ça a été conçu, ça devient un peu compliqué de l'animer et on a moins de réflexes et on a moins d'aisance en fait à transmettre et à animer en fait une formation. Donc parfois juste quelques petits tips, de savoir juste comment se conçoit une formation, c'est important. L'animation du groupe, bien entendu, ça fait partie aussi de ses compétences pédagogiques. Et là, on va parler de multimodal. Et puis, bien entendu, l'évaluation, parce que ce qui fait aussi la différence entre une session d'information et de formation, c'est cette fameuse évaluation que l'on oublie un peu parfois. Mais ça fait partie des compétences du formateur que de savoir évaluer. Voilà. Troisième axe, ce sont les soft skills. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, et puis c'est des choses dont on parle beaucoup aussi. C'est des choses qui sont très attendues. Alors, je vous en ai dressé quelques-unes. Il y en a plein d'autres. Hein, et ça n'est pas une vérité absolue, mais effectivement, savoir communiquer. L'adaptabilité, on en a parlé tout à l'heure aujourd'hui. Ne serait-ce que savoir s'adapter à une situation qui n'était pas prévue, le fameux plan B. Ça fait partie de ces compétences auxquelles il faut préparer les formateurs. Et donc, aussi s'assurer que ceux que vous recrutez sont capables de se mettre en situation d'adaptation. L'écoute, bien entendu, c'est une prérogative très très importante, et l'empathie, voilà, qui est une valeur dont on parle beaucoup, qui est parfois un petit peu galvaudée, mais qui est une vraie gageure en fait quand on est formateur, de savoir se mettre à la place de ces apprenants, de comprendre en fait leur fonctionnement. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, un planning et un scénario qui était tout tracé, et j'ai vu mes formateurs se décomposer parce qu'ils étaient très très anxieux. C'était dans le cadre de tout un parcours, et le challenge là pour le coup, ça a été de s'adapter aussi, de comprendre pourquoi ça n'allait pas, et en quelques minutes en fait de leur recomposer, de leur reproposer, d'adapter en fait mon scénario pour que eux puissent se sentir un petit peu mieux dans leur basket et puissent atteindre des objectifs et être bien dans leur session de formation. Donc savoir être à l'écoute et comprendre en fait pourquoi ça ne va pas ou pourquoi ça va, et puis pouvoir s'adapter derrière. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là, ce que vous aviez peut-être, on le verra ensuite, mais si vous aviez une ou deux questions, histoire que je lève un peu les freins, ou quelques questions, ou si vous voulez continuer. Tout bon ? Super. On va passer à cette deuxième phase, donc qui est le recrutement. Alors là, le recrutement, on va dire les 3 phases du recrutement, que j'ai détaillées en, on va dire, 3 axes. Là, le côté attirer, le côté recruter, et puis fidéliser, engager. Donc on va commencer avec le côté attiré. Et je vais vous parler ici de la marque employeur. Je ne sais pas d'ailleurs, qui est-ce qui connaît ce nom, enfin cette marque employeur? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, fait? Vous pouvez répondre avec les petits emojis. Ouais. Pas trop. Vous pouvez prendre la parole aussi, hein, bien sûr. Ouais. Mais... Ça pose question, en tout cas. Eh bien, tout simplement, moi, ça, c'est une image. Quand j'étais responsable de la marque employeur, mais ça fait plus de 10 ans, hein, que j'utilisais déjà pour expliquer ce que c'est que la marque employeur à mon comité de direction. J'ai toujours adoré cette image, qui est une image détournée de la pub Activia, donc que l'on doit, hein, le crédit est à Parlons RH, qui est très très fort pour expliquer tous ces axes-là. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle fait à l'intérieur qui se voit à l'extérieur. Alors ça, pour tout vous dire, je l'ai ressorti de mes vieux dossiers. C'est la présentation de la marque employeur que j'avais faite justement en CODIR, quand j'ai expliqué à
à mon codir, en fait, comment nous allions travailler sur cette marque employeur. On pense à tort souvent que la marque employeur, c'est la promotion RH, la promotion à l'extérieur uniquement de la vision d'une direction, de la vision du recrutement, la politique RH d'une entreprise. En fait, c'est la croisée, effectivement, de ce que je viens de vous citer, mais surtout, et on parlait de ce qui se fait à l'intérieur et qui se voit à l'extérieur, c'est surtout l'image interne, en fait. L'entreprise vue par ses collaborateurs actuels et anciens, mais également la réputation que vous avez en externe. Donc la perception par le public ou par les clients de l'entreprise. Et donc le fait, tout ça, donc l'audit que vous allez, puisque ce sont souvent des audits que l'on fait, donc à la fois des questionnaires internes, externes, la politique et là où vous voulez emmener la structure, tout ça fait que vous avez effectivement cette marque employeur qui se décline de ce qu'on appelle une promesse employeur. Donc c'est souvent ce que vous voyez dans les entreprises qui font la promotion du nous on est innovation, on est ambition. Donc ça c'est la promesse employeur. Et donc, c'est votre réputation, en fait, en tant qu'employeur. C'est la promesse, finalement, je vous parlais de promesse, exactement ça, que vous allez faire aux candidats, mais également aux collaborateurs. Elle n'a pas qu'une visée externe. Et quand je vous parlais d'ambassadeur tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette promesse-là que vous allez faire vivre, que vous allez incarner et faire incarner, c'est aussi vos formateurs en interne, quand ils vont transmettre, quand ils vont être en situation de formation, qui vont faire vivre et incarner cette marque employeur-là, aussi au travers de toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre à l'extérieur. Donc c'est l'expression en fait à la fois de vos valeurs, de votre culture, et ce qui est très très important dans ce cadre-là, c'est qu'elle reflète votre authenticité. Souvent, on va se dire, tiens, c'est la marque employeur, on va en faire une promotion uniquement marketing. Si ce que vous allez promouvoir à l'extérieur n'est pas vécu à l'intérieur, là, ça va être effectivement très compliqué parce que les gens ne vont pas s'y retrouver. Et donc, pour recruter derrière, ça devient très, très compliqué. Donc, comment promouvoir cette marque employeur? Dans un premier temps, ce qui est très important, c'est de définir ses valeurs, ses messages. Et donc, ce que je vous disais en fait, tout à l'heure, donc la rencontre de l'interne, de l'externe, de la façon dont vous voulez faire vivre cette marque-là pour aller rencontrer, pour recruter, mais également pour fidéliser. Donc, il y a une première phase de définition de ces valeurs, avec authenticité et cohérence. Ça, il faut vraiment que ce que vous allez promouvoir soit vraiment vécu de l'intérieur. Et donc, la façon, par les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre, c'est une présence active sur les réseaux sociaux. Ce sont des témoignages vidéo de vos formateurs actuels. Ce sont des articles de blog qui expliquent, par exemple, votre approche pédagogique. Et c'est une participation aux événements. On parlait tout à l'heure de Learning Technology. Il n'y avait que de très, très beaux exemples de marques employeurs sur ce salon. Donc, pour vous donner des exemples de la vraie vie, alors, je suis désolée, mais j'ai trouvé une très belle image de course sportive. Et en fait, c'est mon ancienne entreprise. C'est pas moi qui ai géré cette image-là, mais ils sont toujours effectivement très raccord avec leur marque employeur. Donc, vous voyez, donc Ardis Group, qui est la boîte où je travaillais auparavant, leur valeur, en fait, leur marque employeur, c'est vraiment à la fois donc l'innovation, c'est le côté très humain qu'ils mettent en avant, c'est le côté sportif. Ils sont très investis dans l'esprit sportif, l'esprit d'équipe. Et finalement, quand ils font des posts et qu'ils mettent en valeur leurs collaborateurs au travers d'événements auxquels ils participent, typiquement, c'est ça. On incarne, en fait. On n'explique pas forcément, nous, on est dans l'esprit sportif. On incarne ces valeurs-là au travers d'exemples, d'événements auxquels les collaborateurs participent. Voilà, ça fait partie de ces mises en avant qu'il est possible de faire assez facilement. Le deuxième exemple, c'est un podcast, alors que tout le monde reconnaîtra peut-être, c'est le podcast d'Anne-Marie Cuigné, Learn and Enjoy. Et cet épisode-là, en fait, c'est un épisode de VeryUp. En fait, c'est VeryUp qui a été interviewé, je crois que ce sont des consultants de VeryUp, sur la signature pédagogique. Donc, la signature pédagogique, comment elle se met en œuvre. Et au travers de cette interview, c'est également la façon dont VeryUp embarque sa signature pédagogique, embarque ses approches pédagogiques qui sont relayées au travers de ses collaborateurs. Et ça aussi, ça impacte votre marque employeur. C'est du vrai, c'est de l'authentique, c'est du cohérent. On promeut en fait à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc la deuxième phase, c'est la phase du recruter. Donc là, on va embarquer dans un échange gagnant-gagnant. Recruter, c'est tout simplement cette phase où vous allez, après avoir passer une offre ou en tout cas fait ressortir un besoin de recrutement. L'idée, c'est d'aller rencontrer des candidats. Donc, quelques tips. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, et avec les outils numériques qui sont de plus en plus rapides et efficaces, je trouve qu'il y a parfois une perte d'humain. Donc, il est très important que quand
proposer, quand vous avez un process, que celui-là, enfin que ce process-là soit clair, respectueux, rapide et transparent. Là encore, on en revient à la valorisation de votre offre. Quand à l'extérieur, vous dites on est super humain et que un candidat vous écrit qu'il n'a jamais de réponse, quelque part, enfin, il y a une dissonance. Donc là encore, authenticité, cohérence, et donc dans ce process clair, respectueux, ce soit aussi effectivement cohérent à ce niveau-là. Vous pouvez aussi diversifier les canaux de sourcing au regard des différents profils que vous allez recruter. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vérifier l'alignement de ce que vous mettez en place avec vos valeurs et votre posture. Donc, alors j'ai mis 5 essentiels, il y en a d'autres, hein. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de définir précisément vos critères de sélection. Comment est-ce que vous voulez, tout simplement, quel est le formateur que vous allez recruter demain? Et on parlait tout à l'heure de son rôle et de ses expertises clés. Donc, c'est ces éléments-là aussi que vous allez pouvoir imaginer et identifier. Et tout simplement parce que si la personne, à un moment donné, pour clôturer le process, lui expliquer peut-être pourquoi aussi elle n'a pas été recrutée, ça aide à avoir des éléments clairs posés, clairement posés, pour pouvoir expliquer aussi aux personnes que vous ne recrutez pas pourquoi vous ne l'avez pas fait dans un process transparent. Limiter le processus à 3-4 étapes maximum et qu'elle ne s'étale pas trop dans le temps. Alors, j'ai mis inclure une mise en situation pédagogique. Vous pouvez, ce n'est pas une obligation, mais effectivement, ce sont des choses qui se font. Juste une petite précision, quand on parle de mise en situation pédagogique, moi, je l'ai vécu en tant que candidate il y a une dizaine d'années maintenant, mais j'avais été, on m'avait proposé une journée entière de mise en situation qui n'était pas pédagogique, mais qui était, on m'avait demandé de dresser pendant toute une journée en fait un process et une stratégie de recrutement et de marque employeur pour une entreprise. Et je passais devant un jury à la fin de la journée. Donc, ça a été une journée où j'ai produit sur les ordinateurs, en fait, hein, sur les outils de la structure, une stratégie. Et j'ai reçu une réponse après, bon, c'était un mal pour un bien, qui me disait non, mais merci, votre profil ne correspond pas à nos attentes. Donc, vous imaginez que j'ai produit, en fait, j'ai travaillé gratuitement pendant toute une journée sur un cas pédagogique qui a été gardé par l'entreprise et sur lequel on m'a répondu non, mais finalement, vous ne convenez pas. Il y a quand même une super mauvaise image en fait qui est portée ici dans ce cadre-là. Donc la situation pédagogique, c'est effectivement très utile et puis surtout pour voilà, faire aussi montrer les différents types de cas sur lesquels votre structure peut travailler, à condition que ce soit respectueux et de ne pas trop en demander pour voilà, ne pas non plus aller trop loin dans cette situation-là. Ensuite, donner un feedback effectivement constructif et systématique, et puis respecter les délais de réponse raisonnables. Alors, en ce qui concerne les canaux de sourcing, hein, moi j'aimais beaucoup travailler avec la cooptation, et là encore, on parlait d'ambassadeurs, c'est un cercle vertueux en fait. Hein. Sur cette partie, les collaborateurs qui se sentent bien chez vous, ils auront envie de coopter des gens, et c'est le meilleur canal parce que finalement, ce sont des gens à qui on va promouvoir la structure de façon positive et qui auront déjà effectivement envie peut-être de vous rejoindre. Donc, il y a les réseaux internes, et là, c'est des réseaux qui marchent très très bien quand on va recruter des formateurs internes, par exemple. Donc, identifier au travers du management, au travers des équipes projets, peut-être des formateurs qui rejoindront la corde de formateurs demain. LinkedIn et les réseaux sociaux, qui marchent très bien aussi. Et puis après, voilà, on a effectivement les CVTech spécialisés sur lesquels il y a pas forcément tout le monde, donc c'est difficile d'identifier tous les profils au travers de ces CVTech-là, et les annonces classiques, voilà, qui restent en bon moyen, mais qui sont effectivement un petit peu parfois éloignées d'un process efficace. Ensuite, dernier axe, c'est onboarder, fidéliser. Les valeurs, moi j'ai intitulé ça les valeurs du collectif. Alors j'étais même partie sur les valeurs de la communauté, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de monter une communauté. Alors, vous pouvez donner des exemples de CVTech. Ce que je vous propose, c'est de le faire peut-être à la fin, mais je vous donnerai effectivement des exemples de CVTech. Je note en tout cas la question pour la fin. J'avais envie de vous poser une question. Moi, 20%, à votre avis, ça vous évoque quoi? Alors pareil, vous pouvez répondre dans le chat. Ça, c'est la question qui tue. Hein. Ça, c'est la question qui tue. 20%, ça veut dire quoi?
20% de collaborateurs qui restent plus d'un an. Un bout de Pareto. Oh, je ne sais pas ce que c'est un bout de Pareto. Taux de fidélisation à 5 ans. On y est presque, hein, vous êtes effectivement dans le sujet. 20% des efforts produisent 80% des résultats. C'est aussi vrai. Mais effectivement, ouais, vous étiez dans le sujet. C'est en fait 20%, c'est la proportion des collaborateurs qui démissionnent au bout de 45 jours. Voilà, donc c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus drastique que les réponses que vous avez pu, mais on était déjà dans ce sujet-là. Un bon onboarding, voilà, c'est pour moi, et c'est ce que j'ai toujours pratiqué, c'est d'intégrer avant l'arrivée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir peut-être recruté en externe ou recruté en interne des personnes, mais qui ne vont pas être disponibles tout de suite. Et donc le laps de temps dans lequel ils vont. Moi, je travaillais en fait sur des métiers qui étaient en plus en tension. Je travaillais en société de services informatiques, alors autant vous dire que c'était la guerre. Mais c'est vrai que du coup, le temps que les personnes sont en disponibilité, ou en tout cas en préavis, ou le temps que voilà, ils interviennent, ils aient la disponibilité d'intervenir sur d'autres missions, c'est important de les embarquer avec vous et de leur faire vivre finalement, de faire incarner alors on parle de marque employeur, mais en tout cas ces valeurs-là et ces projets-là. Pour vous donner un exemple, nous, quand on recrutait des personnes, des chefs de projet, des développeurs, et qu'on avait une réunion d'équipe, ou en tout cas une réunion d'agence, on les invitait. Ils n'étaient pas encore chez nous, ils avaient signé leur contrat de travail, mais le message, c'était en fait, vous n'êtes peut-être pas encore dans nos murs, mais pour nous, vous faites déjà partie de l'équipe. Et comme c'était aussi des réunions où ils se transmettaient des informations commerciales, on prenait ce risque-là, mais c'était aussi le message de leur faire passer, on vous fait confiance en fait. Vous faites déjà partie de l'équipe, on vous délivre les informations, vous êtes au milieu de nous, vous êtes avec nous, vous profitez en fait, vous vivez le moment avec nous, vous avez ces informations-là, mais c'était une marque de confiance. Et c'était une façon en fait de valoriser leur arrivée avant qu'ils ne soient vraiment dans nos murs. Voilà, et donc ça, c'est super important d'avoir cette démarche-là de confiance et de faire vivre aussi ces valeurs au travers d'un moment, je dirais, de flottement. Ils ne sont pas encore là, ils ont déjà signé, on sait qu'ils vont venir chez vous, mais ça, c'est super important à faire. Les parcours onboarding dès l'arrivée, donc c'est aussi faire vivre, qu'ils ne soient pas tout seuls déjà les premiers jours, qu'ils vivent et ça arrive, hein, de faire vivre la culture, les valeurs, les découvertes, et parfois aussi, alors je dirais une formation de formateur, même si ce sont des formateurs professionnels, vous avez peut-être des techniques, vous avez peut-être aussi une façon de faire, une signature pédagogique, qui nécessite que la personne soit un petit peu dans le bain et découvre ça. Donc là, il y a plein de techniques, il y a des LMS qui le font très bien, il y a des parcours en ligne, il y a des parcours découvertes aussi, j'avais vu ça, c'est super sympa aussi à faire, des petites chasses au trésor, parce que le numérique, c'est super bien, mais je trouve que de mixer les deux et de faire partir, nous on faisait des onboarding comme ça avec des petites chasses au trésor, et ils devaient aller chercher, les nouveaux arrivants devaient aller chercher des informations au sein de leur équipe avec des petits indices. Et la rencontre physique, au-delà du numérique, sur lequel vous allez pouvoir délivrer des valeurs, voilà, des choses qui sont plus formelles. Donc voilà, c'est aussi la rencontre des choses et c'est super sympa à faire. Le tutorat, voilà, pour une immersion progressive, et puis sur les métiers de formateur, effectivement, de la co-animation pour la prise de confiance. La fidélisation, alors la valorisation ici, je l'adresse plus à des profils de formateurs internes, dont c'est pas forcément la mission, mais en tout cas le métier, mais qui ont une mission complémentaire. Il y a un cruel manque en fait de reconnaissance de ces personnes-là dans ces missions de formateurs, et c'est super important d'un point de vue, là je reprends ma casquette pure RH, mais par exemple de faire des avenants en fait dans leur contrat pour que ce soit en fait écrit noir sur blanc, et qu'il y ait du temps de dédié, et que les managers soient au courant, et qu'on soit au courant en fait, qui font cette mission et à quoi la mission correspond. C'est important aussi pour le collaborateur. C'est une marque de reconnaissance de sa mission, et c'est une marque de reconnaissance aussi pour l'équipe en fait avec laquelle il travaille au quotidien et qui ne fait pas forcément cette mission-là. Donc, du temps dédié, de la communication, et surtout de la communication des résultats des actions.
Souvent, les formateurs internes sont réunis au sein de pools, en tout cas de communautés de formateurs internes, et le résultat de leurs actions, c'est aussi super important pour valoriser la formation interne et valoriser leurs actions, leurs propres actions au-delà de leur métier de tous les jours. La professionnalisation, ça aussi, c'est un gros sujet en ce moment dans les entreprises au sein des formateurs internes. Comment outiller, comment professionnaliser, comment accompagner la montée en compétences de ces formateurs dont c'est pas toujours le métier. Et ça vaut aussi pour des formateurs professionnels. On parlait de veille tout à l'heure, on est tout à fait dans ce sujet-là. Savoir comment est-ce qu'on propose des montées en compétences. Et donc là, ça peut être effectivement, il peut y avoir mille et une manières. Les ateliers de pratique entre pairs, bon après, voilà, moi, je suis plutôt orientée sur les approches collaboratives, donc c'est quelque chose qui me parle. Hein. Mais effectivement, les ateliers de pratique entre pairs sont effectivement aussi des choses où les plus jeunes apprennent aux plus âgés et vice-versa, où on a tous quelque chose à communiquer, on a tous quelque chose à apprendre et à faire apprendre aux autres. Et ça, je trouve ça super intéressant. D'autant plus dans une structure où l'on va, effectivement, j'en reviens toujours à cette valeur, à cette marque RH, mais c'est aussi une façon d'incarner et de faire vivre cette marque RH. Et puis l'outillage, effectivement, donc les ressources, les espaces formateurs, les réseaux, là encore, c'est de l'outillage. L'important étant d'avoir des outils qui soient efficaces, de ne pas trop les multiplier pour pas que les gens s'y perdent, et d'avoir des outils qui correspondent, en fait, là encore, à la culture de l'entreprise. Voilà. Donc, dans la vraie vie, j'ai 2 cas à vous citer. Le premier, c'est Pierre Fabre. Alors, j'en reviens encore à VeryUp. Hein, ça, c'est un cas que vous pourrez retrouver sur leur blog. Pierre Fabre, en fait, a une communauté de formateurs qu'il souhaitait lancer, et c'est une communauté, je pense, alors de plusieurs centaines de formateurs à travers le monde. Et l'objectif pour eux, en fait, c'était d'engager. Il y avait vraiment un engagement de cette cohorte à distance, puisque tous sont sur des fuseaux horaires différents. Donc, en fait, ils ont monté 3 jours en novembre dernier, qui s'appelle Trainers Day, et c'était des webinaires immersifs au service de la communauté des formateurs. Donc, ils avaient travaillé en amont des sujets qui étaient des sujets très concrets, très pratiques, sur la conception, par exemple, d'une formation, avec des webinaires immersifs et très interactifs pour dédier à leurs formateurs. Donc, ils ont animé, en fait, cet événement global en simultané en France et à l'international. Non, pardon, après ça c'est l'autre cas. Voilà, mais ça fait partie effectivement de ces choses, et d'autant plus, on est sur Global, mais typiquement ce type de webinaire très immersif et interactif a tout lieu d'être effectivement sur un outil aussi sympa que Global. Non, je le dis, je le pense, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de ces choses que vous pouvez faire, des formats courts et immersifs pour faire monter en compétences et faire travailler en fait les collaborateurs et les formateurs entre eux. C'est l'ambition également j'en profite, hein, c'est l'ambition aussi de l'académie. C'est l'ambition de l'académie, en fait, qu'on anime aussi sur Global. En fait, vous pouvez aller consulter notre page agenda. Un certain nombre d'entre vous connaissent déjà ce format, mais vraiment l'idée, c'est de pouvoir tester, s'inspirer de méthodes, d'activités collaboratives et participatives, pour que tout le monde puisse monter en compétences en s'entraînant les uns les autres, quoi. Voilà. Et donc, le deuxième cas, alors c'est le cas Air Liquide. Air Liquide, ils ont une communauté d'à peu près environ 100 formateurs internes. Et leur objectif à eux, alors ils n'ont pas forcément de problématique pour les recruter. Ils viennent assez naturellement. Par contre, leur gros objectif était de professionnaliser, d'outiller les formateurs et de continuer à séduire les apprenants, dans la mesure où un formateur, pour eux, est professionnel, il donne envie, il fait le job, hein, comme on dit, et donc finalement séduire les apprenants, non pas uniquement sur les sujets portés, mais la façon de les porter pour accompagner au mieux et se dire, bah oui, effectivement, notre formateur interne, il est bon et on a envie de continuer à se former avec les formateurs internes. C'était plus dans ce sens-là. Et donc, leur autre objectif, c'est de créer du lien, parce que c'est vrai que ce sont des formateurs experts métiers qui ne travaillent au quotidien pas forcément dans le même service, qui ne se connaissent pas et qui n'ont rien en commun. Donc, souder, en fait, fédérer cette communauté-là et faire en sorte que ces gens-là qui ne travaillent pas tous les jours ensemble soient amenés à travailler et à produire ensemble.
Donc, engager avec des personnes dont la mission est occasionnelle, ça aussi, c'est pas toujours évident. Et promouvoir ce rôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que finalement, comme c'est pas leur rôle et leur mission essentielle, il y avait un gros manque de reconnaissance. Donc, ils ont structuré, en fait, la façon dont ils sont pris. Ils ont structuré cette communauté et ils ont décidé de construire ensemble. Donc, dans un premier temps, ils ont fait un audit, un sondage pour comprendre, en fait, leur culture, ce dont on parlait tout à l'heure, et surtout comment construire autour de ça. Ils ont fait ensuite un lancement officiel de la communauté. Donc là encore, c'était un webinaire assez long, je crois, et dans lequel, en fait, une des personnes de la direction est venue prendre la parole pour reconnaître et valoriser ses formateurs. Et ensuite, au quotidien, on va dire sur le long terme, ils choisissent les sujets, en fait, qui sont importants pour la communauté, pour leur montée en compétences. Il faut intervenir en externe des personnes, parce que la culture, en fait, l'expertise, ils ne l'ont pas forcément en interne, donc ils se forment eux-mêmes dans un premier temps en interne, et ensuite ils reprennent le sujet pour se l'approprier et continuer, en fait, à faire monter leurs collaborateurs et leurs formateurs en compétences au travers d'ateliers de pratique et d'ateliers internes entre pairs. Voilà. Et ensuite, ils ont pour outillage, ils ont des espaces alors c'est plutôt des espaces, c'est pas forcément des communautés, des réseaux sociaux très bien alimentés, pilotés, mais ils ont des espaces pour se montrer, pour se présenter, pour se donner des tips, des conseils, des boîtes à ressources, et ils se lancent également des challenges à la communauté pour animer, progresser et engager ensemble. Donc il y a vraiment une construction, en fait, et une nécessité pour eux de valoriser, en fait, leur savoir et de valoriser, en fait, leur montée en compétences, mais vraiment co-construite. Voilà. Et j'ai fini de parler. Mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, sur cette partie-là, ce cas précis de Air Liquide, ouais. Je trouve que c'est particulièrement parlant parce que ça démontre que la stratégie, dès le départ, en fait, est montée là-dessus. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Tout dépend de la stratégie qui va être déployée, que ce soit au niveau de l'OF ou de l'entreprise. Qui dit stratégie dit mettre les moyens pour. Et ça, c'est quand même un élément extrêmement important dès le départ pour pouvoir réussir, en fait, le projet. C'est-à-dire d'allouer vraiment des moyens du début à la fin et que ce soit fait au niveau du top management. Oui, complètement. Ça fonctionne. Et ce que je vous disais, en fait, en préambule et puis tout au long du webinaire, ce côté culture, ce côté authentique, en fait, vous voyez, au travers de ces actions-là, en fait, elles s'incarnent, ça se vit. Et je vous donne juste un petit exemple. Moi, quand je formais les recruteurs, on était sur une problématique de recrutement. Mais quand je leur expliquais, en fait, notre marque employeur, je leur faisais faire des petits exercices, je leur donnais pas, en fait, parce que les trucs, c'était innovation, la promesse employeur, c'était innovation, ambition, voilà, c'est des choses comme ça. Et en fait, moi, je leur faisais faire un petit exercice, je leur disais, par rapport à ces piliers-là, à cette promesse-là, expliquez-moi, vous, comment vous vivez ça? Racontez-moi votre histoire, en fait, par rapport à ça. Racontez-moi une anecdote par rapport à cette valeur-là. Comment est-ce que vous l'incarnez? Comment est-ce que vous la vivez au quotidien? Donc, ils m'expliquaient un petit peu tout ça et je leur disais, voilà. Ça, en fait, en recrutement, quand vous allez avoir en face de vous, parce que forcément, ils avaient en face des candidats, je leur dis, moi, je veux pas que vous m'expliquiez, en fait, ou que vous leur expliquiez ces valeurs-là en leur listant les valeurs, c'est que vous leur racontiez votre histoire. Parce que c'est ça, en fait, incarner cette marque-là, incarner ces valeurs-là. Alors là, on parle de culture learning, mais c'est le même principe. C'est pas de dire, nous, on est comme ça, comme ça, comme ça. C'est de faire vivre, en fait, et de transmettre aussi au travers de votre vécu, de cette histoire-là que vous vivez avec la structure et de la façon dont vous le vivez, qui est toute différente. Mais c'est ce qui rend l'entreprise, en fait, et votre travail authentique, en fait. Voilà. Super. Peut-être chacun peut ouvrir son micro et puis poser, du storytelling, c'est exactement ça. Alors, peut-être, j'avais juste une petite question, c'est celui qui me demandait tout à l'heure, des exemples de CVTech. Alors, les exemples de CVTech, tout dépend du métier. Après, il y a alors, puis je vais être très honnête, hein, ça fait un petit moment que j'ai décroché de ça. La CVTech de l'APEC était assez intéressante. Et puis après, effectivement, aujourd'hui, alors c'est pas une CVTech, mais LinkedIn est quand même un vecteur
un vecteur de profil assez intéressant parce que déjà, il y a beaucoup de personnes sont sur LinkedIn. La différence d'une CVTech, c'est qu'on va être sur une CVTech parce qu'on cherche spécifiquement un emploi. Sur LinkedIn, on a aussi une volonté de promotion, d'auto-promotion, donc on a quelque chose de beaucoup plus actualisé et qui, au travers des fils, par exemple, d'actualité, des messages que l'on peut y poster, révèle aussi pas mal de choses. Donc ça, enfin, je serais encore recruteur aujourd'hui. C'est des choses que ça serait très complémentaire, mais c'est vrai que LinkedIn est quelque part assez intéressant à exploiter pour ça. Super. Est-ce qu'il y a des remarques ou des vécus que vous souhaitez partager, peut-être? Non. Ok, ben moi je trouve ça très intéressant là tout ce que tu nous as partagé. En fait, ce que je retiens, bon bah c'est très complet à l'intérieur d'une entreprise en fait pour réussir un projet aussi au sein d'une grande entreprise. Et ben il y a besoin de monter cette compétence en fait de formation et de transmission, que ce soit pas uniquement en fait de la transmission d'expertise, mais qui est aussi autre chose derrière. Et ça, c'est la clé. Je pense que aussi, selon les formations, il y a très probablement un côté, ben voilà, de temps en temps, on cherche plus quelqu'un avec l'expertise, d'autres moments, plus un profil de facilitateur. Donc, il y a ce côté-là aussi à mettre en avant et puis faire vivre cette communauté. Et je crois d'ailleurs que c'est là où ton expertise vient aussi, Cécile. Virginie a une question. Oui, en fait, c'est une remarque. Merci. Merci beaucoup c'était vraiment très intéressant parce que je suis moi-même en recherche d'emploi et en tant que formateur. Et je voulais parler aussi de prendre en compte les compétences qui sont transférables. Parce qu'on n'a pas forcément l'expertise, en fait, dans le domaine, hein, pour l'entreprise pour laquelle on postule, mais on a quand même des compétences qui sont transférables et donc prendre ça aussi en considération. Et des fois, l'expertise, bah, ça prend pas non plus beaucoup de temps à acquérir en fait dans le domaine, quoi. Et c'est quelque chose qui va se construire. Donc voilà, quand on a déjà les compétences de formateur, un autre point à prendre en considération. Et puis c'est vrai que le feedback, ouais, c'est très important et malheureusement trop peu le font et ça laisse les candidats vraiment un peu en désespoir, je dirais. Oui. Voilà. Oui, non, mais complètement. Après, effectivement, c'est un autre problème. On se place de l'autre côté et c'est un problème RH aussi, hein, que d'accompagner, de se dire qu'on a des compétences et qu'elles sont transférables, c'est pas toujours évident. Je vais être très honnête, c'est pas toujours évident d'un point de vue RH de faire évoluer les mentalités par rapport à ça. J'ai perdu ce que je voulais dire. J'avais un truc à dire. Je sais plus. On est feedback et des compétences. Ouais. Si ça me revient, oui, non, mais effectivement, ça peut être un peu compliqué pour les entreprises aujourd'hui de vouloir l'entendre. Si, c'est juste une chose. Si vous êtes en situation de si vous êtes recruteur, moi, ce que je disais aussi à mes recruteurs quand je les accompagnais, je leur disais souvent quand vous allez recruter une personne sur un poste, vous allez peut-être recevoir 10 personnes, vous allez en recruter une sur laquelle vous allez focaliser votre attention. Dites-vous juste une chose, c'est qu'il y en a 9 autres dans la nature qui vont aussi parler de vous, qui vont aussi parler de l'entreprise. Donc ces gens-là, il ne faut pas les oublier, il faut les traiter avec respect. Effectivement, le feedback en fait partie, le recrutement, le processus de recrutement, c'est pourquoi ça que je vous disais tout à l'heure, voilà, d'avoir un processus clair et respectueux, parce que ces personnes-là aussi, vous leur faites vivre cette expérience au même titre que les autres. Et c'est des gens qui, une fois partis dans la nature, si malheureusement ils ne sont pas recrutés, auront aussi ce rôle d'ambassadeur dans la moindre mesure, mais qui seront aussi à même de parler de vous. Voilà. Et ça s'oublie pas. Ok, super. Je crois que Perrine et Nicolas ont des questions. Ouais. Oui, merci Sophie. Merci Cécile pour ta présentation. C'était vraiment très clair et on voit vraiment aussi
voilà, l'important, c'est que c'est aussi, quand même, ton expertise, comme tu as dit au début. Merci aussi de nous avoir montré l'autre côté du prisme, voilà, en tant que recruteur et en effet, je te rejoins puisque j'ai aussi un petit peu recruté, avant d'être formatrice où, toujours tenir au courant le candidat, même quand c'était négatif, ça me tenait vraiment à cœur parce que malheureusement, tous les employeurs ne le font pas et comme tu dis, ils restent souvent, voilà, à attendre des fois désespérément et on se met pas à leur place alors que, voilà, dans la bienveillance, pour moi, ça, c'est la base. Et merci aussi pour ton explication de la marque employeur qui est souvent expliquée et pas souvent comprise. Et là, je l'ai beaucoup mieux comprise. Donc, merci beaucoup en tout cas. Ah ben, la pédagogie, c'est un métier. Tout à fait. Merci. Avec plaisir. Nicolas, ouais. Oui, moi je suis dans le monde de l'éducation et en fait je vois beaucoup de collègues qui quittent le métier d'enseignant et qui veulent se lancer dans le côté formation. Donc je pense qu'il y a une vague de ce type de profil qui arrive sur les marchés de gens qui sont issus du monde de l'éducation et qui veulent faire de la formation, mais hors forcément, pas forcément lié à l'éducation. Oui. Et donc, comment vous faites le tri dans cette vague de reconversion qu'il peut y avoir? Parce que chacun a son expertise personnelle, mais en fait, j'imagine que c'est pas évident en tant que recruteur. Quels sont les éléments clés qui font que, quelqu'un qui était, dans un domaine purement public va pouvoir switcher dans un domaine privé sans histoire avec le domaine privé, justement? Oui, alors moi je les recrute pas, je les recrute plus, mais après voilà, tout dépend effectivement de la typologie de poste. C'est tellement varié et puis c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où on n'a pas de situation spécifique, de situation concrète à mettre en face. Après, c'est une histoire de rencontre aussi, tout dépend du projet professionnel, de la personne qui quitte l'éducation pour partir dans la formation. Pourquoi? Comment? Où est-ce qu'il veut aller? C'est quoi son projet? Si je devais accompagner quelqu'un comme ça, ce serait en tout cas faire le lien avec une entreprise aujourd'hui. Ça serait peut-être les questions à se poser, en fait. Voilà, c'est important, en fait, et là, je me place du côté du candidat plus que du côté de l'entreprise, mais d'expliquer son projet pour que ce soit de l'autre côté compris aussi et que ça fluidifie le process de recrutement. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, ça démontre quand même que au niveau de l'éducation nationale, il y a un vrai sujet au niveau de la marque employeur. Ouais. C'est désolant, mais OK, c'est un autre sujet, vaste sujet. En tout état de cause, écoutez, merci de votre présence. Merci beaucoup, Cécile, de cette présentation et vraiment, je vous invite à vous abonner là, à la lettre. Elle est dans le live chat. Ouais, attendez, j'avais, je crois, toc, si j'ai bien fait ma marque, bougez pas, attendez, voilà, vous avez le QR code en fait de mon LinkedIn et sur lequel vous allez retrouver la minute pédago. Voilà, donc je vous invite vraiment à suivre Cécile aussi sur LinkedIn. Tu as un profil extrêmement généreux dans tout ce que tu communiques et sur la pédagogie et plein d'activités très intéressantes. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore Global, qui ont envie d'en savoir plus, je vous mets également le lien vers mon agenda où vous pourrez prendre rendez-vous sur le créneau qui vous intéresse. Et puis, à suivre tous les événements qu'on a, qu'on propose sur Global. Je l'ai mis, les prochaines masterclass en fait prévues sont dedans, donc avec la suite de ce cycle vraiment dédié à l'innovation sur des programmes de formation, mais aussi tous les autres événements proposés sur les méthodes pour venir s'inspirer et tester en fait des activités pédagogiques. Voilà, ça permet de découvrir Global, de tester une activité, de repartir avec un outil clé en main.
Voilà, donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt, en fait, sur Global ou sur les réseaux. Mais merci à vous et puis effectivement, à bientôt. À bientôt. À bientôt, bonne journée.